Bienvenue à ericlatour.com, une émission à vocation culturelle aujourd'hui. On vous parle du dernier livre de Viateur Lefrançois, Le mystère de Nazca. Mais d'abord, spectacle présenté au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean avec le groupe Raton Lover. La vie culturelle reprend temps à peu, disons, ses activités, quoique évidemment, on est toujours un peu à la merci des directives gouvernementales, mais à tout le moins, il y a une activité culturelle qui a repris. Et d'ailleurs, il y a un spectacle qui devait se présenter au mois de mars, qui a été remis, qui en principe va se tenir le jeudi 8 octobre au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, avec le groupe Raton Laveur. Avec nous pour en parler, son chanteur Simon Lachance. Bonjour et bienvenue. Salut, salut, ça va bien? Très, très bien. Et vous-même, Yes. ça va dans le contexte? Yes. Oui, très bien. Petite précision, c'est Raton Lover. Lover, oui. Ouais, mais on est le groupe préféré des animateurs parce qu'il y a toujours des lapsus avec notre nom. C'est un peu facile un d'en running faire, gag. c'est ça? Voilà. Bon. C'est un nom piège. Dis-moi, ce qui est un peu particulier dans votre cas, c'est que vous deviez être en spectacle aux alentours du 12-13 mars. Et de ce que je comprends, vous étiez même en direction de la salle jusqu'au moment où le gouvernement annonçait ces fameuses mesures où là, on vous a demandé de faire un demi-tour. C'est un peu ça? Oui, bien, on était littéralement arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au moment où on entrait dans la ville, on a eu un téléphone, puis le spectacle était annulé. Donc, on espère que ce ne sera pas 2 rendez-vous manqués, mais en tout cas, nous autres, on est bien prêts, puis on va être au rendez-vous quand ce sera permis. On espère le 8 octobre. Bon, parce que de ce qu'on a vu aussi dans cette période-là, au mois de mars, c'est qu'il y a des spectacles qui ont été rapidement remis avec des dates, même d'autres pour qui c'était des dates mai, juin, juillet, mais qui finalement ont été reportées à nouveau. Mais dans votre cas, c'était vraiment la date du 8 octobre qu'on avait signifiée, c'est ça? Excuse-moi, je ne comprends pas exactement le sens de la Ce question. que je veux dire, c'est que quand on avait reporté votre spectacle, dans le fond, on avait déjà déterminé une date de remise, là. Oui, bien, c'est bien, puis on se considère extrêmement chanceux de pouvoir avoir une remise, tu sais. Ça compliquait un petit peu le travail des organisateurs de spectacles parce que, bon, il y avait déjà une saison là, de prévu pour maintenant. Donc, déjà, faire une place à ceux qui reprennent leur spectacle, en tout cas, ça a comme créé un embouteillage de dates, là. Donc, on se considère chanceux de pouvoir repartir sur la route, là. Pour le mois d'octobre, on a plusieurs spectacles à l'agenda. Bon. Qu'est-ce que vous aviez d'ailleurs à l'agenda entre le mois de mars et aujourd'hui? Aviez-vous quand même pas mal d'engagement à ce moment-là? Ben oui, au mois de mars, on allait aussi en Abitibi. Justement, au niveau au mois d'octobre, c'est comme si on avait placé mars en octobre. Là. Mais c'est sûr que, bon, maintenant qu'on connaît la nouvelle réalité, là, tout est incertain. Puis, tu sais, on est musicien aussi pour d'autres formations. Donc, on a plein d'autres concerts qui reviennent. Puis là, ça recommence vraiment. Là, juste pour te donner une idée, mon premier show de l'été, c'était au mois d'août. Là. C'est la première fois que ça arrivait, qu'on commençait si tard que ça. Là. Mais je me considérais extrêmement chanceux de pouvoir jouer. Tu sais, il y a beaucoup de musiciens qui ont juste même pas joué cet été. Donc, c'était un temps d'arrêt forcé, mais là, évidemment, je pense que tout le monde est un peu tanné, puis on veut reprendre un minimum d'activité. Même s'il y a des contraintes, on veut quand même être actif. Parle-nous de la formation en tant que telle. C'est quoi l'historique? On est des gars qui se sont rencontrés au cégep il y a plusieurs années. Puis on a fait toutes sortes de projets ensemble. On a organisé des jams à toutes les semaines dans un bar, puis aussi à tous les jours du festival d'été. Donc on a joué toutes sortes de styles avec toutes sortes de monde. Puis à un moment donné, on a eu envie de se pencher vraiment sur un projet de création ensemble. Puis c'est là qu'on a créé Raton Lover. Puis on fait du rock franco, je dirais. Bon. Et le nom est venu d'où? C'est un brainstorming qui a mal viré. On fait la musique avec beaucoup de sérieux, mais nous, on se prend pas au sérieux. Puis je pense que ça nous représente bien pour ça. Quand on est ensemble, on sait qu'on est chanceux de faire ce qu'on fait, d'autant plus avec le contexte actuel. Je pense que ça rend ça encore plus évident. Fait que c'est comme ça part d'un plaisir partagé, tu sais, de se faire triper entre nous puis de triper avec les gens. Puis, même si on parle de sujets sérieux dans nos chansons, il y a toujours un peu ce côté-là relativement humoristique. Amusant. Ouais. Bon. Ça fait combien de temps que ça existe? Raton Lover, on a sorti notre premier en 2014, donc peut-être 2012-2013, on préparait le projet. Mais Martin, Simon, moi puis Fred, ça fait 15 ans passés qu'on fait de la musique ensemble. Parle-nous justement de tes collègues. Qui sont-ils? Martin Plante à la basse, Simon Guénard à la guitare électrique et Frédéric Desroches au clavier.
Ben, c'est ça, les gars, c'est des gars très, très actifs sur la scène à Québec. C'est vraiment... C'est un beau trip, là. C'est un trip de musicien, Raton Lover, je dirais. Bon, musicalement, ça ressemble à quoi? Ben, on a toutes sortes d'influences américaines comme québécoises. Là. Je sais pas si le groupe Wilco, ça te parle de quelque chose, groupe américain qu'on aime beaucoup. Ben, évidemment, c'est un peu cliché de le dire, mais les Beatles ont laissé leur marque au fer dans toute la musique populaire, là, évidemment. Donc, nous, c'est sûr qu'on n'y échappe pas. Du côté québécois, un penchant des Beatles, on pense souvent à Zébulon. Oui, c'est vrai. Ouais. Leur côté aussi d'être capable d'aller chercher des sujets sérieux, puis des sujets peut-être un petit peu plus humoristiques, mais faire marcher ça dans un même album. Je pense que la comparaison a déjà été faite par certains journalistes à des moments aussi. Donc, ben c'est ça, on fait du rock québécois, c'est principalement ça. Bon. C'est quoi vos ambitions? Parce que, bon, là, on est dans une année un peu particulière, mais disons, avant la COVID, là, c'était quoi l'ambition que vous aviez de mener à bien ce groupe-là, de développer, d'essayer des trucs, de créer des chansons, de présenter des spectacles? Avant la COVID, c'était quoi le plan de match? Bien, en fait, le plan de match a toujours été le suivant, dans le sens que je pense que tant et aussi longtemps qu'on va sentir qu'on peut devenir meilleur puis faire quelque chose de mieux à chaque album, à chaque chanson, à chaque spectacle, on va continuer à ce filon-là. C'est pour ça qu'on continue puis que ça fait 3 albums qu'on fait ça. C'est pas des objectifs précis. Cela dit, on a des jalons sur le chemin. Des choses qui font qu'on voit qu'on avance puis qu'on recule pas. Comme par exemple, on a eu la chance de jouer au Grand Théâtre de Québec, qui est une salle renommée. Grand honneur pour nous autres de faire ce show-là. Puis là, on a décidé de se gâter en ayant un quatuor à cordes avec nous, des arrangements qui ont été faits par Fred, notre claviériste. Puis, c'est ça, on essaie toujours de pousser plus loin notre musique puis notre trip. Puis je pense que ça part de là, tu sais. Bon. La COVID, au-delà de reporter des spectacles, qu'est-ce que ça vient changer pour l'avenir de votre formation? Ou à tout le moins, est-ce que pour vous, ça a permis un recul, une ouverture sur d'autres choses? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient modifier quelque chose dans le plan de match que vous aviez, disons, avant la COVID? Certainement, parce qu'on devait être beaucoup sur la route cette année. Puis bon, évidemment, on ne l'est pas tant que ça. Donc, on a déjà commencé à composer pour le 4e. Au départ, on était 5 dans le groupe. Ça faisait des années qu'on était 5. Puis on devait déjà poursuivre à 4 pour le 4e album. Mais disons que la COVID a un petit peu accéléré les choses. Donc on a décidé de poursuivre à 4. Puis le membre qui n'est plus des nôtres dans le groupe, c'est Éric Blanchard, qui a son projet aussi, auquel tous les membres du band ont participé aussi. Là. Donc, parce qu'on a, c'est ça, on a plein de projets, on coécrit des chansons avec plein de monde, puis je pense que ça... tu me demandais qu'est-ce que ça change dans notre façon de travailler. Bien, je pense que ça nous laisse plus de temps aussi pour justement coécrire. Moi, je coécris des chansons avec plusieurs personnes, dont ces temps-ci beaucoup Simon Kearney. J'ai travaillé avec le duo aussi, les Kinkhead. Je travaille comme co-auteur, mais aussi comme musicien pour plein d'autres. Puis dans le groupe, on est déjà un peu dans cette optique-là. Fait qu'on jongle un peu entre la compo du 4e, puis plein de collaborations avec plein de monde. Et en quoi ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, voire les derniers mois, ça vient influencer votre créativité? Je pense qu'on fait face à la vérité de façon différente parce qu'on n'a pas... On n'a rien pour se changer les idées ou s'endormir quelque part. Ouais. Quand on est sur la route, il y a comme un instant présent qui s'installe. On fait ça, tu sais. Puis là, retourner chez nous, ça vient souvent avec des prises de conscience, toutes sortes de belles et de moins belles choses qu'on remarque sur la vie. Puis je pense que ça nous oblige à se pencher sur ces questions-là puis à explorer un peu plus là-dessus. Puis c'est sûr que créativement, ça paraît dans notre manière d'écrire, de composer. Ça change notre état d'esprit, c'est certain. Bon. Là, vous avez eu l'occasion depuis les derniers jours de faire quelques représentations. Donc, tu es remonté sur scène. Oui. Dans le contexte qu'on sait, ça a l'air de quoi, un spectacle
où le monde sont un peu distancés dans la salle, ça ressemble à quoi l'ambiance? Distancé ou pas, je pense qu'on est tous conscients de la chance qu'on a de pouvoir jouer ou assister à un show, parce que j'ai pas juste fait des shows, j'ai assisté à des shows, puis peu importe le setup, juste le fait d'être là avec du monde, même si on n'est pas nécessairement en contact bien proche, le fait d'être avec, que ce soit 30 personnes ou 40, peu importe, c'est pas tant ça qui compte que le fait de se réunir tout court. Je pense que ça devient un gros plus, tu sais, puis on part de là. Se réunir, se divertir, même au-delà des contraintes, ça fait du bien. C'est ça, puis communiquer aussi, tu sais. Quelque part, on est dans une période où on passe énormément de notre temps de communication sur le web. Ça peut créer des liens, mais ça peut aussi nous séparer les uns des autres, parce que à partir du moment où on est tous isolés dans notre propre perception de ce que c'est que la vie, ce que c'est que notre univers, qui nous est pitché dessus par tous ces réseaux-là, on a toutes des versions différentes de la réalité. Mais se voir en vrai, là, maintenant, puis être là en face de l'autre, il y a quelque chose de fondamental qui est pas comparable avec Internet puis avec les communications. Fait que je pense que ça va toujours rester important. Donc, jeudi, 8 octobre, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, évidemment, s'il n'y a pas de changement entre le moment où on enregistre l'entrevue et les mesures gouvernementales. Mais en principe, il y a une reprise des activités culturelles un peu partout, notamment ici au Cabaret Théâtre. Votre formation, donc, fait partie de ces spectacles qui avaient été reportés, disons, au tout début de la COVID. Et on va souhaiter, bien sûr, que les gens puissent s'y rendre. Puis il y a comme une capacité maximale, je présume, qu'on peut atteindre dans la salle avec le contexte. Oui, je dois t'avouer que je ne suis pas tout à fait au fait de ça. Moi, peu importe le nombre de gens, là, ça va être un grand honneur d'être là. C'est plutôt qu'il y en ait 30 ça, ou 200, toi, dans le fond, tu veux jouer, tu veux qu'il y ait du monde. Oublie de travailler, dans le fond, c'est ça. Là. Ben c'est ça. On fait ce qu'on aime, puis on se considère chanceux de pouvoir le faire déjà à la base. Donc, ça part de là. Bon, ben un gros merci. Donc, si vous avez besoin de divertissement, vous avez besoin de vous réunir, malgré le contexte actuel, donc jeudi 8 octobre au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, pour avoir des renseignements, vous allez sur spec.qc.ca. Simon Lachance, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, nouveau livre de l'auteur Viateur Lefrançois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Parle-nous un peu de l'émission cette semaine. Ben écoute, on soit notre lutteur préféré PCO. En deuxième partie, on parle de drift avec notre champion Tommy Lemaire. Et là, manquez pas ça. C'est l'arrivée de l'automne, juste pour Ah, moi. c'est beau ça. Wow. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. L'auteur Viateur Lefrançois nous arrive avec un nouveau livre. Le livre s'appelle « Le mystère de Nazca ». Il est avec nous pour en parler. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, on est dans l'univers du Pérou. Hein? Qu'est-ce qui a été inspirant? En fait, en quoi le Pérou est inspirant pour la confection de ce livre? Bien, d'abord, le Pérou, je pense que c'est un pays de mystère. Hein? Il y a toutes sortes de sites et tout ça. Mais Nazca est spécial parce que c'est des dessins qu'on peut voir uniquement du haut des airs. Et en 2014, ils ont découvert, il y a eu une tempête de vent et ils ont découvert d'autres dessins, dont une piste d'atterrissage. Donc, qui pouvait bien atterrir il y a 2000 ans et plus? C'est ça l'idée. Donc, c'est sûr que c'est science-fiction, mais en même temps, le Pérou est un pays
vraiment rempli de mystères. Quand on commence à chercher, on trouve. Bon, ce livre-là, quand même, est paru depuis quelques semaines, voire quelques mois. Oui, Bon, évidemment, il y a le contexte de la COVID où, en principe, vous auriez dû probablement participer à quelques salons du livre qui n'ont pas eu lieu, ou quelques conférences même auxquelles vous étiez parfois invité. Donc, en quoi votre travail d'auteur ou de conférencier a-t-il été brimé, disons, par la pandémie? En fait, tout a été annulé. En fait, sur 20 conférences, j'en ai une à Saint-Bruno, mais dans quelques semaines, mais elle va m'appeler en dernière minute, en fait. Hein, c'est ça, l'idée. Donc, les salons du livre, il n'y en a plus. Les expos, ici et là, c'est difficile. C'est difficile. Il y en a presque plus non plus. Les expos d'artisans et tout ça. Donc, finalement, heureusement, les librairies, il y a certaines librairies qui en vendent, mais on ne peut pas aller faire des dédicaces, par exemple, dans les librairies. Donc, tout ça fait que finalement, on ne vend pas beaucoup de livres. C'est ça. Donc, c'est un bout, disons, assez tranquille, mais en même temps, les gens ont besoin aussi de divertissement et de s'évaporer l'esprit dans d'autres mondes. Donc, dans le fond, cette suggestion-là arrive à point. À partir de quel moment avez-vous commencé à travailler sur ce projet? Alors, ça fait 7 ou 8 ans que j'ai commencé. Mais à force de recherche, il y avait tellement de choses. En même temps, c'est une science-fiction. Il y a beaucoup de faits. Puis ces dessins-là de Nazca, c'est quand même mystérieux. Hein? Il y a toutes sortes de formes qu'on peut voir, comme on dit, du haut du ciel, dans un hélicoptère. Puis ça, c'est sûr, il y a un système de touristes là, vraiment intéressant pour ça. Quand on est sur la Terre, par exemple, il y a un promontoire, mais on voit des roches, finalement. On ne peut pas distinguer l'immensité des dessins, c'est impossible. C'est pour ça que et comment avez-vous appris l'existence de ces dessins, puis que ça a amené, disons, à une toile de fond pour l'écriture d'un livre? Il y a en fait, il y a quand même une douzaine d'années, j'ai eu un roman qui était en espagnol, écrit en espagnol au Mexique et tout ça. J'ai été invité là-bas 3 fois. Puis j'ai rencontré des éditeurs, des gens du Pérou, hein, parce qu'on vendait nos livres avec l'éditeur. On allait présenter nos livres. Comme je parle assez bien espagnol, c'était plus facile de communiquer. Puis finalement, ils m'ont parlé de ce site-là. Puis c'est là que j'ai fait mes recherches au-dessus de tout ça. C'est sûr que quand tu écris un livre comme ça, tu rêves d'y aller. Là. C'est sûr de t'y rendre puis voir, mais Pérou, c'est autre chose. Hein. Et au-delà de la toile de fond, évidemment, qui est le Pérou, l'histoire ressemble à quoi? C'est quoi le synopsis? En fait, mes personnages, c'est les 2 frères. Un dans la vingtaine, l'autre sa sœur a 16 ans, et ils s'en vont étudier au Pérou. Ils connaissent quelqu'un là-bas, donc il va les aider et tout ça. Et la première chose qu'ils font, ils vont aller visiter les dessins de Nazca parce que la Péruvienne leur en a parlé. Et finalement, c'est comme ça. Et ils vont arriver finalement sur les dessins un bon matin, et ils vont disparaître carrément, et ils vont se retrouver dans un autre monde, une autre dimension peut-être plus. Et ils sont finalement amnésiques, ils ne s'en souviennent pas, ils se souviennent de rien. Et ils sont finalement un peu des esclaves ou des serviteurs finalement dans ce pays-là. Mais il reste toujours quelque chose dans le cerveau qui fait qu'ils sont insatisfaits, qui s'ennuient de quelqu'un, mais ils ne savent pas de qui. Donc c'est comme ça que finalement, ils vont essayer de retrouver leur liberté, en fait. Hein. C'est un peu l'idée. Et là, après ça, évidemment, il faut lire le livre jusqu'à la fin pour voir si cela arrive. Oui, mais dans le fond, vous vouliez entraîner les lecteurs dans un univers particulier, les faire rêver, les faire voyager, les faire travailler aussi. Oui, en même temps, oui, parce que là, ils cherchent l'identité. Tu sais. Derrière, il y a toujours quelque chose qui dit « Je suis insatisfait, j'aime pas ça, qu'est-ce que je fais? » Puis là, ils me disent que je suis ici depuis que j'ai fait ça toute ma vie. Tu sais, donc, c'est ça. Il y a le questionnement, mais en même temps, il y a toute l'aventure. Il faut finalement vraiment... il faut qu'il soit très persévérant. Hein? C'est ça, la persévérance. L'amitié aussi qui s'est développée avant, qui finalement va faire que peu à peu, ils vont réussir à sortir de ça, mais avec beaucoup d'aventure, c'est sûr.
Bon, dites-moi, là, le portfolio de l'auteur que vous êtes est rendu à quoi aujourd'hui? En fait, c'est mon 21e. Quand même. Mais j'en ai d'autres. Là, j'en profite justement de la pandémie Pour vous avancer? Oui, bien, aller chercher. Je sors mes manuscrits, puis finalement, ben, je vois si ça vaut la peine. Ceux qui ont écrit il y a 10-12 ans, là, il faut pratiquement les réécrire. Hein. Ça change tellement. Puis finalement, avec le temps, on s'améliore. Hein. C'est un métier qui s'apprend, hein, être auteur. Mais il y en a quand même intéressants là, que j'ai travaillé. Je n'ai 3 que j'ai travaillé. Peut-être que finalement, je vais peut-être trouver un éditeur qui va accepter. Parce que, comme là, ici, je suis avec la maison, les éditions Yeux d'Or, qui est de Saint-Jean, d'ailleurs. Je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un de travailler avec Anne Guétier, qui est l'éditrice de Saint-Jean, et puis on s'adonne très bien, d'ailleurs, avec ça. Parce que l'autre maison d'édition, Phoenix, a été vendue l'année dernière, donc ça change d'éditeur aussi, donc ça peut changer la politique. Donc, c'est sûr que moi, j'ai une 12aine de livres chez Phoenix aussi, donc qui fait que finalement... mais c'est comme avoir tous ses œufs dans le même panier, donc je voulais aussi aller voir ailleurs, hein, ce qui est normal, finalement. Bon. Quel est le public cible de ce livre? Moi, j'ai mis ado-adulte, parce que mes personnages, il y en a un qui est dans la vingtaine, puis l'autre à 16 ans, donc les deux... mais je les fais lire autant par des ados que par des adultes, puis finalement, ils arrivent au même résultat que finalement, c'est une belle aventure. Hein, c'est un peu l'idée. Donc, ça pourrait être une bonne suggestion de lecture pour des ados, comme vous dites. Là. Oui, absolument, oui, parce que c'est de l'aventure, c'est de la science-fiction, mais en même temps, on découvre plein de choses. Là. Juste les dessins de Nazca, de découvrir ça, les formes... tout ça, c'est intéressant. Par exemple, tantôt, on disait qu'il n'y a pas grand-chose pour les auteurs, mais comme là, je vais avoir des animations virtuelles. Parce que j'ai été invité au Salon du livre de Dieppe, là, près de Moncton, mais on ne peut pas y aller, naturellement. Mais j'ai fait un diaporama avec un PowerPoint, j'ai enregistré ma voix et je leur ai envoyé ça. Et ils vont présenter dans différentes écoles. Et moi, je vais me brancher à cette classe-là pendant ça. Et c'est moi qui vais faire la période des questions. Donc, là, c'est intéressant. Communication jeunesse aussi est en train de faire une liste d'animation virtuelle, finalement. Qu'est-ce qu'on sait des dessins de Nazca? Très peu de choses. Il y a des chercheurs, vraiment, des chercheurs, c'est fou. Ils ne savent pas vraiment qui les a faits. Ils pensent que c'est le peuple de Nazca. Mais le peuple de Nazca, d'après ce que j'ai lu, à un moment donné, il est disparu, tout simplement. D'autres peuples aussi. Je veux dire, c'est entre 2500 ans et... Donc, c'est... Et le motif derrière ça, c'était pour que les dieux voient quelque chose en bas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Il y a beaucoup d'hypothèses. C'est ça que moi, je vais faire chercher aux jeunes dans les écoles. C'est quoi votre hypothèse? Moi, j'en émets 2. Soit ce sont les humains qui l'ont fait, un artiste ou un groupe d'artistes, ou un peuple, carrément, qui s'est mis à la tâche parce que son Dieu l'avait dit, peut-être. C'est la religion, c'est puissant, même il y a 2500 ans. Et moi, l'hypothèse que je mets, sauf que, comme je disais, qui pouvait atterrir sur la Terre il y a 2000 ans? Donc, est-ce que c'est est-ce que c'est finalement des extraterrestres? Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert, même après le livre, c'est que j'ai découvert que les chercheurs ont trouvé des momies et qui avaient des visages assez bizarres, des grands yeux, comme les serpents, finalement. Des têtes longues, vraiment. Donc, ça existe. Il y a des photos. Donc, Seigneur, c'est ça qui est le mystère. Et dans mon PowerPoint, le diaporama que je présente aux gens, je leur mets ces photos-là pour dire, regardez, c'est quoi votre hypothèse à vous? Là? C'est pour ça que c'est intéressant et c'est mystérieux, surtout. Et quelle est la dimension de ces dessins? Ça peut être... attendez, là, je les ai mis sur mon PowerPoint, là. C'est des 300-400 mètres. C'est énorme, là. Comme je vous dis, on les voit du haut des airs. Sinon, on ne peut pas être distingué. C'est vraiment énorme, là.
c'est dommage que j'ai fait ça, là, puis j'ai envoyé ça là-bas à Dieppe, là. Mais non, c'est tellement énorme que c'est difficile à comprendre comment les plans qu'il y avait, ces gens-là, là, il n'y avait pas de moyens comme aujourd'hui. Hein. Et est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a... il y a une couple de centaines. Hein. Il y a des petits, il y a des grands, il y a toutes sortes de formes. Il y a le singe, par exemple. Il y a un chien. Il y a des oiseaux, mais ils sont énormes. Là. Et les formes sont vraiment intéressantes. Puis il y en a qui sont tellement énormes là, que tu te dis comment ils ont fait pour construire ça, parce qu'il faut avoir des plans à un moment donné. Non, c'est pour ça, moi, quand mes éditeurs m'avaient parlé de ça, ça m'avait vraiment intrigué. Alors, le mystère de Nazca s'est présenté aux éditions Yeux d'Or. Et donc, c'est Viateur Lefrançois donc, qui nous offre ce livre. Fort intéressant, un univers. On est dans l'univers, oui, du mystère de Nazca, mais on est au Pérou principalement, avec toute une histoire fort intéressante. Donc, bref, si vous avez besoin de vous évader, bien, sachez que c'est disponible, bien sûr, en librairie ou probablement même les gens peuvent le commander aussi oui, pour l'obtenir. Chez Yeux d'Or, oui. Bon, évidemment, il y aura sûrement d'autres projets. Là, c'est une année un peu plus tranquille en salon du livre, mais en conférence. Mais ça permet aux auteurs peut-être d'avancer leur prochain projet. Ah oui, j'ai beaucoup d'imagination. On n'en doute pas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le sondage en ligne est prolongé jusqu'au 28 septembre. Rêvons notre centre de plein air Ronald Beauregard à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, que faire de ce site magnifique dans le quartier Saint-Eugène qui borde la rivière Richelieu? Donc, on vous invite à participer à ce sondage à sjsr.ca. À demain. Bye-bye.